Nous avons donné ton fonds de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage de princesse. Papa a dit cela comme s'il annonçait la météo, en coupant tranquillement son steak saignant. Il n'a même pas levé les yeux vers moi. Il ne m'a pas regardé. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai juste tourné la tête vers mon fiancé, Émeric, l'homme que mes parents appelaient le raté de l'informatique. J'ai vu ses mâchoires se serrer. Il a posé sa fourchette avec un calme terrifiant, a sorti son vieux téléphone fissuré, étage à prononcer 6 mots qui allaient détruire l'ego de ma famille pour toujours. Dois-je leur dire la vérité? Le sourire suffisant de ma sœur s'est effacé instantanément. Avant de vous raconter comment ce dîner du dimanche s'est transformé en champ de bataille, laissez-moi vous poser une question simple. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous assis confortablement dans votre salon à Paris, à Lyon, ou peut-être à Marseille? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-moi dans les commentaires votre ville et l'heure qu'il est, j'adore imaginer où ma voix résonne à travers le monde. Je m'appelle Delphine. J'ai 32 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le fantôme de ma propre famille. Je suis technicienne de laboratoire à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Ce n'est pas un métier glamour. Je passe mes nuits entourée de centrifugeuses, d'échantillons de sang et de l'odeur persistante de l'éthanol. Il n'y a pas de gloire ici, pas d'applaudissements, juste le bourdonnement constant des machines et les néons qui clignotent. Mes parents, Régis et Chantal, ne comprennent pas mon travail. Pour eux, je suis juste une ouvrière en blouse blanche. Ils préfèrent dire aux voisins que je travaille dans le médical, en laissant planer un flou artistique, comme s'ils avaient honte de dire que leur fille aînée analyse des selles et des urines pour gagner sa vie. En revanche, il y a Laetitia. Ma petite sœur de 30 ans. La lumière de leurs yeux. Laetitia est community manager pour une petite marque de cosmétiques bio qui ne vend presque rien. Mais à entendre ma mère, on croirait qu'elle dirige l'empire L'Oréal. Laetitia a le don de briller. Elle sait comment se tenir, comment rire fort lors des repas de famille, et comment poster des photos de brunch à 25 € sur Instagram avec des légendes inspirantes sur le bonheur. Moi? Je mange des sandwichs triangles devant mon microscope à 3 heures du matin. J'ai appris très tôt que dans la maison familiale, à Saint-Étienne, les rôles étaient distribués dès la naissance. Laetitia était la princesse fragile qui avait besoin de tout. J'étais le soldat robuste qui n'avait besoin de rien. Grandir dans l'ombre de Laetitia, c'était comme vivre dans une pièce où l'oxygène est rationné. Si Laetitia avait un rhume, c'était une tragédie grecque, maman lui faisait des soupes, papa lui achetait des magazines. Si je me cassais le bras, ce qui est arrivé quand j'avais 12 ans en tombant à vélo, on me disait de ne pas pleurer, d'être courageuse, et de marcher jusqu'à la voiture sans faire d'histoire. Tu es forte, Delphine, disait ma mère. Ce n'était pas un compliment. C'était une excuse pour ne pas s'occuper de moi. C'était leur façon de dire, débrouille-toi, on est occupé avec ta sœur. Et je me suis débrouillée. J'ai payé mes études avec des jobs d'été à ramasser des fruits sous le soleil de plomb. J'ai acheté ma propre voiture d'occasion, une vieille Twingo qui tremblait dès que je passais la 3e. Je n'ai jamais rien demandé. Je pensais que c'était ça, être une bonne fille. Je pensais qu'en ne demandant rien, un jour, il remarquerait mes efforts. Quelle erreur! Quelle terrible erreur! J'allais bientôt découvrir que dans une famille toxique, moins vous en demandez, moins on vous en donne. Et pire encore, on finit par vous prendre le peu que vous avez. Il y a un souvenir qui me hante, une cicatrice invisible que je porte depuis 10 ans. C'est l'histoire d'un collier. C'était un simple collier en or avec une petite perle, un héritage de ma grand-mère maternelle, Mamie Solange. Elle me l'avait donné sur son lit de mort, me serrant la main avec ses doigts fragiles. C'est pour toi, ma grande Delphine, avait-elle chuchoté. Parce que tu es la seule qui a un cœur pur dans cette famille. Une semaine après ses funérailles, le collier a disparu. Je l'avais laissé sur ma table de chevet. J'ai retourné ma chambre, paniquée, les larmes aux yeux. Ma mère, Chantal, est entrée. Elle m'a regardé fouiller mes tiroirs avec un calme olympien. Tu l'as sûrement perdu à la piscine municipale hier, a-t-elle dit. Je t'ai vu jouer dans l'eau. Tu es tellement négligente, Delphine. Mamie serait si déçue.
Ces mots m'ont transpercé comme des poignards. La honte m'a envahi. J'ai cru ma mère. Pourquoi mentirait-elle? J'ai grandi avec cette culpabilité, ce poids écrasant d'avoir trahi la mémoire de ma grand-mère par ma soi-disant négligence. Pendant des années, chaque fois que je voulais m'opposer à Laetitia ou réclamer quelque chose, ma mère me lançait ce regard, ou faisait une allusion subtile. Tu te souviens du collier? Tu n'es pas fiable avec les belles choses. Alors, j'ai laissé Laetitia prendre les devants. J'ai laissé Laetitia avoir la plus grande chambre quand nous avons déménagé. J'ai laissé Laetitia recevoir la voiture de papa quand il en a changé, alors que je prenais le bus. Je me disais que je devais payer ma dette. Je devais expier ma faute. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette culpabilité était une fabrication. Une chaîne forgée par ma propre mère pour me garder docile. Laetitia, elle, n'a jamais connu la culpabilité. Elle naviguait dans la vie avec une assurance insolente. Elle changeait de petit ami comme de sac à main, toujours à la recherche de quelqu'un qui pourrait financer ses caprices. Elle me traitait avec une condescendance affectueuse, m'appelant « ma pauvre Delphine », parce que je ne sortais pas en boîte de nuit, parce que je préférais lire ou économiser pour mon avenir. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Émeric. Et pour la première fois, quelqu'un a regardé au-delà de la technicienne fiable et ennuyeuse. Il a vu la femme blessée, et il a décidé qu'il ne laisserait plus personne me faire du mal. Même si, au début, ma famille le prenait pour le dernier des imbéciles. J'ai rencontré Émeric il y a 3 ans, non pas dans un bar branché ou sur une application de rencontre, mais dans une petite boutique de réparation informatique au centre de Saint-Étienne. Mon vieil ordinateur portable avait rendu l'âme, et j'en avais besoin pour mes rapports. Émeric était là, derrière le comptoir, en train de discuter avec le propriétaire. Il portait un sweat à capuche gris un peu trop grand, un jean délavé et des baskets qui avaient vu des jours meilleurs. Il avait des cheveux en bataille et des lunettes qui glissaient sur son nez. Quand il m'a vu désemparé avec mon PC, il a souri. Un sourire timide, mais sincère. Il a proposé de jeter un œil. En 10 minutes, il avait ressuscité ma machine. Il n'a rien voulu me faire payer. Payez-moi un café, ça suffira, a-t-il dit. Nous sommes allés au café d'en face. J'ai découvert un homme passionnant, doux, attentif. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'informatique, un peu de consulting, un peu de maintenance, restait-il vague. Il roulait dans une Citroën C3 qui avait au moins 15 ans et vivait dans un petit appartement sous les toits. Quand je l'ai présenté à mes parents 6 mois plus tard, la réaction a été glaciale. Mon père, Régis, ancien cadre à la poste qui se prenait pour un aristocrate de province, l'a scanné de la tête aux pieds avec mépris. Alors, jeune homme, vous réparez des ordinateurs, a demandé mon père en se servant un verre de vin, sans en proposer à Émeric. Je travaille dans la sécurité des réseaux, a répondu Émeric poliment. Ah, vous installez des antivirus chez les petites vieilles? C'est mignon, a ricané ma mère. Émeric n'a pas relevé. Il a juste souri. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Ce que mes parents voyaient comme un raté, sans ambition était en réalité l'un des white attackers, hackers éthiques, les plus brillants d'Europe. Émeric travaillait pour des banques suisses, des multinationales, et même parfois pour des agences gouvernementales. Il testait leurs failles de sécurité. Son taux horaire dépassait la retraite mensuelle de mon père. Mais Émeric détestait le matérialisme. Il avait grandi dans une famille riche et froide, et il avait fui ce monde de faux-semblants. Il cherchait quelqu'un qu'il aimerait pour lui, pas pour son compte en banque. Et il m'avait trouvé. Il m'avait confié son secret après 1 an de relation. J'avais vu ses écrans remplis de codes complexes, ses appels en anglais courant avec Zurich ou Londres. J'avais vu son solde bancaire par accident et j'avais failli m'évanouir. Il m'avait supplié de garder le secret. Je veux une vie simple, Delphine. Avec toi. Loin de tout ce cirque, m'avait-il dit. J'ai respecté son choix. J'aimais Émeric pour sa gentillesse, pour la façon dont il me préparait du thé quand je rentrais épuisé de mes gardes de nuit, pour la façon dont il écoutait mes histoires de laboratoire sans jamais s'ennuyer. Qu'il soit riche ou pauvre m'importait peu. Mais pour ma famille, il était juste, le petit copain fauché de Delphine.
Une honte de plus à ajouter à mon palmarès. L'année dernière, mon père a vendu un terrain constructible hérité de son propre père, situé en périphérie de Lyon. L'immobilier avait flambé, et il en avait tiré une belle somme, 40 000 € net. C'était lors du repas de Noël. L'ambiance était, pour une fois, presque chaleureuse. L'odeur de la dinde au marron remplissait la salle à manger. Ma tante Jeanne, la seule personne de la famille qui a toujours été gentille avec moi, était présente. Papa s'est levé, son verre de champagne à la main, le visage rougeaud de satisfaction. « Mes filles », a-t-il déclaré solennellement. « J'ai décidé de faire les choses bien. Cet argent de la vente du terrain, c'est pour votre avenir. Pour vos mariages. » Il a regardé Laetitia, puis moi. Je suis un homme juste. 20 000 € pour Laetitia. 20 000 € pour Delphine. C'est votre dot. Quand vous vous marierez, cet argent sera là pour vous aider à démarrer votre vie. J'ai senti une boule dans ma gorge. Pour la première fois, je me sentais vue. Je me sentais traitée à égalité. 20 000 €, c'était une somme énorme pour moi. Avec Émeric, nous nous sommes fiancés quelques mois plus tard, au printemps. Nous ne voulions rien d'extravagant. Nous rêvions d'un mariage authentique. Nous avions repéré une petite auberge charmante en Ardèche, avec des murs en pierre et une vue sur les collines. Le menu serait simple, des produits locaux, du bon vin, des rires sincères. Nous avions fait nos calculs, le mariage nous coûterait environ 15 000 €. Les 5 000 restants, nous voulions les utiliser comme apport pour acheter une petite maison à rénover. Je comptais sur cet argent. Non pas par avidité, mais parce que c'était une promesse. C'était la preuve que mon père m'aimait autant que Laetitia. C'était la validation que j'avais attendue toute ma vie. J'ai commencé à faire des réservations. J'ai versé des petits acomptes avec mes propres économies, rassuré par la promesse de mon père. Émeric, lui, voulait tout payer. Je peux nous offrir le château de Versailles si tu veux, plaisantait-il. Mais je refusais. Non, Émeric. C'est une question de principe. C'est le cadeau de mon père. Je veux qu'il participe. Je veux sentir que je fais partie de cette famille. Émeric me regardait avec tristesse, comprenant mon besoin désespéré de reconnaissance, mais il respectait mon souhait. Il savait à quel point cette égalité comptait pour moi. Mais le bonheur est fragile quand il dépend de gens qui ne savent que prendre. Alors que je planifiais mon petit mariage rustique, Laetitia, elle, préparait tout autre chose. Elle préparait un spectacle. Et elle avait besoin de spectateurs, et surtout, de sponsors. Peu de temps après mes fiançailles, Laetitia a annoncé les siennes. C'était prévisible. Elle ne pouvait pas supporter que l'attention soit sur moi, ne serait-ce que pour quelques semaines. Elle nous a présenté son fiancé, Kevin. Kevin, 35 ans, se présentait comme un entrepreneur visionnaire dans l'import-export de véhicules de luxe. En réalité, c'était un vendeur de voitures d'occasion glorifiées, avec un costume trop brillant, des dents trop blanches, sûrement des facettes, et une odeur d'eau de Cologne bon marché qui vous prenait à la gorge à 3 mètres. Il roulait dans une Audi A5 qu'il garait toujours en double fil devant chez mes parents pour bien montrer qu'il était important. Dès le début, Laetitia a vu grand. Trop grand. Je ne vais pas me marier dans une ferme comme Delphine, a-t-elle déclaré lors d'un déjeuner, en jouant avec sa bague, un diamant solitaire qui semblait un peu trouble. Kevin et moi, nous avons un stand-in à tenir. Nous avons trouvé un château près de Lyon. Il y a une orangerie pour le cocktail, et on peut faire venir un hélicoptère pour l'arrivée des mariés. Elle nous a montré les photos sur son téléphone. C'était magnifique, certes, mais obscènement cher. La location seule coûtait 15 000 €. Sans le traiteur. Sans les fleurs. Sans la robe de créateur qu'elle convoitait. Le budget total explosait les 50 000 €. Kevin hochait la tête en souriant bêtement. Rien n'est trop beau pour ma princesse, disait-il. Mais j'avais entendu des rumeurs. Saint-Étienne est une petite ville. Un de mes collègues à l'hôpital avait un frère qui travaillait aux impôts. Il m'avait glissé que la société de Kevin était au bord du redressement judiciaire. Qu'il vivait à crédit. Qu'il flambait de l'argent qu'il n'avait pas.
J'ai essayé d'avertir ma mère. Doucement. Maman, tu es sûre que c'est raisonnable? Kevin a l'air instable financièrement. La réaction de ma mère a été immédiate et violente. Tu es jalouse, Delphine. Tu es verte de jalousie parce que ta sœur va avoir un mariage de conte de fées et toi un pique-nique campagnard. Kevin est un homme d'affaires, il sait gérer l'argent, contrairement à ton Émeric qui répare des vieux PC. J'ai ravalé ma fierté. J'ai cessé d'en parler. La tension est montée d'un cran quand Laetitia a réalisé que ses 20 000 € de dot ne suffiraient même pas à couvrir la moitié de ses caprices. Elle a commencé à faire des allusions. Ah, si seulement on avait un peu plus de budget pour les fleurs. Soupira-t-elle en regardant papa. Ce serait dommage de gâcher un si beau lieu avec des décorations cheap. Je voyais mes parents échanger des regards inquiets, mais aussi complices. Ils chuchotaient dans la cuisine quand j'étais là. Ils changeaient de conversation quand j'entrais dans la pièce. Je sentais que quelque chose se tramait. Une intuition viscérale me disait que la tempête approchait, mais je refusais d'y croire. Après tout, papa avait promis. Devant témoin. Il ne pouvait pas revenir sur sa parole, n'est-ce pas? Une semaine avant le fameux dîner, mon téléphone a vibré. C'était Laetitia. Salut sœurette. Dis, je peux te demander un immense service? Sa voix était mielleuse, trop aiguë, le genre de ton qu'elle utilisait quand elle voulait emprunter mes vêtements et ne jamais les rendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je répondu, méfiante, en rangeant des tubes à essai. Voilà, Kevin a un petit souci de trésorerie temporaire. Un gros virement qui est bloqué à l'étranger, tu sais comment c'est les affaires. Non, je ne savais pas, et je doutais qu'elle le sache aussi. On doit verser un acompte urgent au traiteur. Est-ce que tu pourrais me prêter ta part de l'héritage? Juste pour quelques mois. Kevin te remboursera avec intérêt. J'ai failli lâcher mon téléphone. Laetitia, tu plaisantes? Je dois payer mon auberge la semaine prochaine. J'ai besoin de cet argent maintenant. Le ton de Laetitia a changé instantanément. Le miel s'est transformé en vinaigre. Tu es incroyable, Delphine. Toujours aussi égoïste. Tu as tes économies, toi. Tu travailles tout le temps, tu ne dépenses rien. Moi, j'ai une image à gérer. Si je ne paie pas le traiteur, je perds le château. Tu veux gâcher mon mariage, c'est ça? Non, je veux juste payer le mien, ai-je crié, attirant les regards de mes collègues. On verra ce que papa en pense, a-t-elle sifflé avant de raccrocher. J'ai eu un mauvais pressentiment. Un nœud s'est formé dans mon estomac et ne m'a plus quitté. Durant toute la semaine, mes parents n'ont pas répondu à mes appels. Silence radio. Quand le dimanche est arrivé, Émeric a vu que j'étais anxieuse. Il a mis sa main sur mon épaule alors que nous montions dans sa vieille Citroën. Quoi qu'il arrive, je suis là, a-t-il dit doucement. Et n'oublie pas qui tu es. Tu vaux mieux que. Nous sommes arrivés chez mes parents. L'audi de Kevin bloquait l'allée, nous obligeant à nous garer dans la rue, sous la pluie. En entrant, l'odeur du bœuf bourguignon était accueillante, mais l'atmosphère était glaciale. Mon père était assis dans son fauteuil, lisant le journal, évitant mon regard. Ma mère s'affairait en cuisine avec une nervosité inhabituelle. Laetitia et Kevin étaient déjà à table, buvant du vin. Ah, voilà les travailleurs, a lancé Kevin en nous voyant, un sourire moqueur aux lèvres. Alors Émeric, la C3 a réussi à monter la côte? Faudra penser à changer pour une vraie voiture un jour. J'ai serré le bras d'Émeric pour l'empêcher de répondre. Je voulais juste manger, récupérer mon chèque, et partir. Je ne savais pas encore que je n'aurais ni le chèque, ni l'envie de manger. Le dîner a commencé dans un malaise palpable. Le seul bruit était le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine et le bruit de déglutition bruyant de Kevin qui s'empiffrait de viande en sauce. Kevin a monopolisé la conversation, comme d'habitude. Il parlait de ses clients VIP, de ses projets d'investissement à Dubaï, qui changeaient chaque semaine, et de la nécessité d'avoir des costumes sur mesure. À chaque phrase, il lançait une pique à Émeric. « Regarde ton pull, mec », a-t-il dit en pointant sa fourchette vers le hoodie gris d'Émeric. « C'est du coton ou du polyester ?» « Sérieux,
Pour le mariage de Laetitia, faudra faire un effort. Je ne veux pas que tu fasses tache sur les photos. Je connais un tailleur, je peux t'avoir une remise, enfin, si tu peux te le permettre. Mes parents ont ri. Un petit rire gêné, mais un rire quand même. Ils validaient l'humiliation. Kevin a raison, a ajouté ma mère. Émeric, tu pourrais faire un effort de présentation. Tu as 34 ans, pas 15. Émeric a souri, imperturbable. Il a pris une gorgée d'eau. Je suis très bien dans mon pull, merci Chantal. Et mes finances se portent très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est ça, a ricané papa. On sait que le secteur de la réparation informatique, fluctuant. J'étais en train de bouillir de l'intérieur. Je regardais ces gens, ma propre famille, traiter l'homme que j'aimais comme un moins que rien. Et lui, avec sa classe naturelle, ne s'abaissait même pas à leur niveau. Arrêtons-nous une seconde. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, en train de voir votre partenaire se faire humilier par votre famille, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous quitté la pièce? Dites-moi dans les commentaires quelle aurait été votre réaction. J'ai décidé que ça suffisait. J'ai posé mes couverts. J'ai pris une grande inspiration. Papa, maman, ai-je dit d'une voix que je voulais ferme, mais qui tremblait légèrement. On doit parler du mariage. Je dois verser l'acompte à l'auberge demain matin. Est-ce que je peux avoir le chèque de 20 000 € maintenant? Comme ça, on n'en parle plus. Le silence est tombé sur la table comme une chape de plomb. Kevin a arrêté de mâcher. Laetitia a baissé les yeux, feignant un intérêt soudain pour ses ongles. Maman s'est levée brusquement pour aller chercher du pain qui n'était pas nécessaire. Papa a pris son verre de vin, l'a fait tourner lentement, regardant le liquide rouge tournoyer. Il a bu une longue gorgée, a reposé le verre, s'est raclé la gorge. Eh bien, Delphine? À ce sujet? A-t-il commencé, sans me regarder? Il y a eu un petit changement de plan. Un changement de plan, ai-je répété, sentant mon cœur battre dans mes tempes. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa a finalement levé les yeux, mais son regard était fuyant, lâche. On a discuté avec ta mère. On a regardé les budgets. Le mariage de Laetitia, c'est une grosse affaire. C'est compliqué. Le château, le traiteur de luxe, les invités importants de Kevin. Tout ça coûte très cher. Il a fait une pause, comme s'il attendait que je comprenne et que j'accepte l'inacceptable de moi-même. Et alors, ai-je insisté. Alors, nous avons décidé de regrouper les fonds, a-t-il lâché. Nous avons donné la totalité des 40 000 € à Laetitia. Le virement a été fait hier. Le monde s'est arrêté. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Tu as donné, ma part? Mes 20 000 €? À elle? Elle en avait plus besoin, est intervenue ma mère, revenant de la cuisine, agressivement défensive. Enfin Delphine, sois réaliste. Regarde ce que tu prévois. Une fête dans une auberge de campagne? Un buffet froid? Tu n'as pas besoin de 20 000 € pour ça. C'est ridicule de bloquer autant d'argent pour quelque chose d'aussi modeste. C'est mon argent, ai-je crié, me levant de ma chaise. Tu as promis, papa. Tu as promis devant tante Jeanne. Égalité. L'égalité, c'est de donner à chacun selon ses besoins, a rétorqué mon père, tapant du poing sur la table, essayant de reprendre une autorité qu'il venait de perdre à jamais à mes yeux. Ta sœur organise un événement mondain. C'est important pour l'image de la famille. Toi et Émeric, vous êtes simples. Vous n'aimez pas le luxe. Vous pouvez vous payer votre petit mariage avec vos salaires. Vous n'avez pas de frais, pas de standing à maintenir. Je me suis tournée vers Laetitia. Elle me regardait avec ce petit sourire en coin, ce sourire de celle qui a gagné sans avoir à combattre. Désolée, Delphine, a-t-elle dit d'une voix faussement triste. Mais Kevin ne pouvait pas perdre la face devant ses investisseurs. Tu comprends, non? Tu pourras toujours venir à mon mariage. On te mettra à la table d'honneur, promis. Tu savais, ai-je murmuré, les larmes me montant aux yeux malgré moi.
Tu m'as appelé la semaine dernière pour me tâter le terrain, et comme j'ai dit non, tu as travaillé nos parents au corps. Kevin a ricané. C'est le business, ma belle-sœur. Faut savoir négocier. Et puis franchement, qu'est-ce que vous auriez fait de cet argent? Acheter des nouveaux composants d'ordinateur pour le geek? J'étais sidérée. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était le message qu'il m'envoyait, tu ne vaux rien. Tes rêves ne comptent pas. Ta sœur est la protagoniste, tu n'es que le décor. J'ai regardé ma mère, cherchant une once de compassion. Maman. J'ai travaillé dur toute ma vie. Je ne vous ai jamais rien demandé. Pour une fois, juste pour une fois. Ma mère a soupiré, agacée. Et c'est là qu'elle a porté le coup de grâce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Oh, arrête ton cinéma, Delphine, a lancé ma mère. Tu joues toujours les victimes. Tu as la mémoire courte, ma fille. Elle a croisé les bras, ce geste que je connaissais par cœur avant qu'elle ne lance une attaque. Tu as oublié le collier de mamie? Ce collier en or que tu as perdu bêtement à la piscine? Il valait une fortune, ce bijou. C'était un héritage de famille que tu as gaspillé par ta négligence. Je me suis figée. Encore ça. Toujours ça. Ça fait 10 ans, maman. Et alors, a-t-elle coupé? Une dette est une dette. Considère que ces 20 000 € sont le remboursement de ce collier. Ta sœur n'a jamais rien perdu, elle. Elle prend soin des choses. Elle mérite cet argent. Toi, tu es irresponsable avec les belles choses, tu l'as prouvé. J'ai senti mes jambes se dérober. La culpabilité, cette vieille amie toxique, a commencé à m'envahir. Peut-être qu'elle avait raison? Peut-être que je méritais ça? J'ai baissé la tête, prête à accepter la défaite, prête à m'excuser d'exister, comme je l'avais fait toute ma vie. C'est à ce moment précis qu'Emeric a bougé. Il n'a pas crié. Il n'a pas renversé sa chaise. Il a simplement posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude, ferme, rassurante. J'ai levé les yeux vers lui. Son visage, d'habitude si doux, était transformé. Ses yeux derrière ses lunettes n'étaient plus timides. Ils étaient froids, calculateurs, tranchants comme de l'acier. C'était le regard qu'il devait avoir quand il traquait des cybercriminels. Ça suffit, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme un coup de fouet. Tout le monde s'est tu. Il s'est levé lentement. Il semblait soudain plus grand, plus imposant dans son sweat à capuche gris. Vous avez fini? A-t-il demandé en regardant tour à tour mon père, ma mère, Laetitia et Kevin. Vous avez fini de détruire cette femme incroyable pour nourrir vos égos pathétiques? Comment oses-tu? A postillonné mon père. Tu es chez moi. Assieds-toi et ferme-la, espèce de petit. Emeric l'a ignoré. Il s'est tourné vers moi, m'a aidé à me lever, et m'a dit doucement, tu n'as rien perdu, Delphine. Tu n'as jamais rien perdu. Et tu ne leur dois rien. Puis, il a sorti son téléphone. Ce vieux téléphone fissuré dont Kevin s'était moqué 1 heure plus tôt. Kevin, a dit Emeric d'un ton conversationnel. Tu parlais de business tout à l'heure. De transparence. De succès. Kevin a froncé les sourcils, inquiet pour la première fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je me disais que puisque nous sommes en famille, nous devrions être totalement honnêtes, a continué Emeric en tapotant sur son écran. J'ai fait quelques recherches pendant que vous mangiez. C'est fascinant ce qu'on trouve sur les bases de données publiques quand on sait où chercher. Il a levé le téléphone vers Kevin. Kevin Mercier. Interdit bancaire depuis 6 mois. 3 sociétés liquidées en 2 ans. Dette fiscale de 12 000 €. Et cet Audi dehors, c'est une location longue durée au nom de ta tante, et tu as 3 mois de retard de paiement. La couleur a quitté le visage de Kevin aussi vite que l'éclair. Le silence dans la salle à manger était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Laetitia regardait Kevin, la bouche entrouverte.
C'est faux, a bégayé Kevin, mais sa voix montait dans les aigus, trahissant sa panique. C'est du piratage. C'est illégal. Je vais appeler la police. Appelle-les, a répondu Emeric calmement. Je suis sûr qu'ils seront ravis de discuter de tes fausses déclarations de TVA. Puis Emeric s'est tourné vers mes parents. Ils étaient pétrifiés, ne comprenant pas comment le petit informaticien avait soudainement pris le contrôle de la situation. Vous avez volé votre fille, a dit Emeric. Vous avez pris l'argent qu'on lui avait promis pour le donner à un escroc et à une enfant gâtée. Vous avez justifié cela en disant que Delphine et moi étions pauvres, que nous n'avions pas besoin de standing. Il a ri, un rire sec, sans joie. C'est drôle. Parce que j'étais venu ici aujourd'hui avec une intention. Je voulais vous annoncer que j'allais prendre en charge tous les frais du mariage de Delphine, pour qu'elle puisse garder ses 20 000 € pour elle. Je voulais aussi offrir à toi, Régis, et à toi, Chantal, une croisière en Méditerranée pour vos 35 ans de mariage. J'avais même réservé la suite royale. Ma mère a écarquillé les yeux. Une croisière? Mais, avec quel argent? Emeric a appuyé sur une touche de son téléphone et a activé le haut-parleur. Il a composé un numéro. Allô, service Platinum de la Banque privée de Genève, a-t-il dit clairement. Une voix féminine, distinguée et professionnelle, a répondu instantanément, « Bonjour Monsieur Valéry. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Emeric utilisait son nom de famille, que mes parents n'utilisaient jamais. « Bonjour Sophie. Je voudrais que vous annuliez le virement de 15 000 € prévu pour l'agence de voyage Croisière de rêve. » Bien sûr, monsieur. Je procède à l'annulation. Souhaitez-vous que je réinvestisse cette somme sur votre portefeuille d'actions technologiques? Il a fait une excellente performance cette semaine, votre solde global dépasse désormais les 2,4 millions d'euros. Oui, faites ça Sophie. Merci. Il a raccroché. Il a posé le téléphone sur la table. 2,4 millions d'euros. Le chiffre flottait dans l'air, irréel, écrasant. Mon père était devenu blanc comme un linge. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Il a desserré sa cravate comme s'il étouffait. Ma mère tremblait. Elle regardait Emeric comme si elle voyait un extraterrestre. Tu es millionnaire, a-t-elle chuchoté. Je suis expert en cybersécurité pour les plus grandes institutions financières d'Europe, a expliqué Emeric froidement. Je gagne en un mois ce que vous avez gagné en 10 ans. Je ne le montre pas parce que je déteste les gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Les gens comme vous. Kevin s'est affaissé sur sa chaise, anéanti. Son masque était tombé. Devant la véritable richesse, sa petite escroquerie de vendeur de voitures paraissait minable. Laetitia, elle, a eu une réaction qui résume parfaitement qui elle est. Elle s'est levée, a contourné la table, et a essayé de poser sa main sur le bras d'Emeric. Oh, Emeric? A-t-elle minaudé, changeant instantanément d'allégeance. On ne savait pas. C'est incroyable. Tu sais, pour le château, on pourrait peut-être. Emeric s'est reculé brusquement, comme si elle était contagieuse. Ne me touche pas, a-t-il dit avec dégoût. Tu me dégoûtes. Vous me dégoûtez tous. Laetitia s'est figée, la main en l'air, humiliée pour la première fois de sa vie. Emeric a repris la parole, et cette fois, il s'adressait à mes parents. Vous pensiez que Delphine était faible. Vous pensiez qu'elle était seule. Vous aviez tort. Elle est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a survécu à votre négligence pendant 32 ans sans devenir aigrie. Moi, il m'a fallu 30 minutes à cette table pour avoir envie de vomir. Ma mère a commencé à pleurer. Des larmes de crocodile. Emeric, s'il te plaît. On est une famille. On a fait une erreur. On peut arranger ça. Delphine, dis quelque chose à ton fiancé. Je les ai regardés. J'ai vu leur peur. Non pas la peur de me perdre, mais la peur d'avoir perdu l'accès à la fortune d'Emeric. J'ai vu leur avidité nue, laide, sans phare. Et soudain, tout l'amour filial, tout le respect que je m'étais forcé à avoir pour eux, s'est évaporé. Emeric a raison, ai-je dit calmement. Vous n'êtes pas ma famille.
Vous êtes mes géniteurs, c'est tout. Émeric a repris son téléphone. Voici ce qui va se passer, a-t-il déclaré. Vous avez 30 jours. 30 jours pour rendre à Delphine les 20 000 euros que vous lui avez volés. Pas un jour de plus. Mais, on a déjà tout donné au traiteur, a gémi mon père. On ne peut pas récupérer la compte. On n'a plus cet argent. Alors vendez quelque chose, a rétorqué Émeric. Vendez votre voiture. Vendez vos bijoux. Hypothéquez cette maison. Je m'en fiche. Trouvez l'argent. Il a fait une pause, puis a ajouté le coup fatal. Et Chantal, à propos du collier. Ma mère a sursauté. Quoi? J'ai tracé l'historique de ce bijou. Vous ne savez pas que les bijoutiers tiennent des registres, et que ces registres sont numérisés. J'ai trouvé une transaction datant d'il y a 10 ans chez Or et Cash, au centre-ville. Une vente effectuée par Chantal Dubois. Le collier n'a pas été perdu à la piscine. Vous l'avez vendu pour 800 euros. J'ai halté. Tout le monde s'est tourné vers ma mère. C'est vrai, ai-je demandé, la voix brisée. Tu l'as vendu? Et tu m'as laissé croire pendant 10 ans que c'était ma faute? Que j'étais irresponsable? Juste pour 800 euros? Ma mère a baissé la tête, incapable de nier face à la certitude technologique d'Émeric. J'avais besoin, pour payer le camp de vacances de Laetitia, elle voulait aller faire du cheval? A-t-elle murmuré. C'était la fin. La vérité était là, crue et horrible. Elle avait vendu l'héritage de sa mère et traumatisé sa fille aînée pour payer des vacances à sa préférée. Tu es un monstre, ai-je dit. C'était la première fois que je parlais ainsi à ma mère. Et ça faisait un bien fou. Émeric m'a pris la main. On s'en va, Delphine. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Derrière nous, c'était le chaos. Kevin criait sur Laetitia, lui reprochant de lui avoir caché que sa sœur sortait avec un millionnaire. Mon père hurlait sur ma mère à propos du collier. Ma mère pleurait hystériquement. Arrivé sur le seuil, Émeric s'est retourné une dernière fois. N'oubliez pas 30 jours. Sinon, je porte plainte pour abus de confiance concernant l'héritage, et je balance le dossier fiscal de Kevin au procureur. Bonne soirée. Nous sommes sortis sous la pluie de Saint-Étienne. Mais pour moi, c'était comme si le soleil brillait pour la première fois. Nous sommes montés dans sa vieille Citroën. Dès que la portière s'est refermée, j'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement. Une libération totale. Émeric m'a prise dans ses bras et m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. C'est fini, me disait-il en me caressant les cheveux. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Tu es libre. Les 30 jours qui ont suivi ont été un enfer pour eux, et une renaissance pour nous. Mes parents, terrifiés par les menaces d'Émeric, ils savaient maintenant qu'il avait les moyens et les compétences pour les détruire, ont paniqué. Ils ont dû vendre leur Peugeot presque neuve à perte. Ils ont emprunté de l'argent à un oncle éloigné. Le 29e jour, j'ai reçu un virement de 20 000 euros sur mon compte. Pas de message, pas d'excuses. Juste l'argent. Le mariage de Laetitia a implosé. Quand Kevin a réalisé qu'il n'y aurait plus d'argent venant de mes parents et qu'il était dans le collimateur d'Émeric, il a pris la fuite. Il a rompu par SMS et a disparu. Laetitia s'est retrouvée seule, avec des acomptes non remboursables pour un château qu'elle ne pouvait plus payer. Elle a dû retourner vivre chez mes parents, dans son ancienne chambre d'adolescente. Quant à nous, nous n'avons pas fait le mariage à l'auberge en Ardèche. Émeric m'a regardé un soir et m'a dit, « Tu as toujours rêvé de l'Italie, non ?» 6 mois plus tard. Toscane, Italie. Le soleil de fin d'après-midi baignait les collines de vignobles d'une lumière dorée, presque irréelle. Nous étions dans une villa privée près de Florence, un endroit que Émeric avait loué pour le week-end. Il n'y avait pas 200 invités. Il n'y avait pas d'hélicoptère. Il y avait juste 30 personnes. Mes amis les plus proches de l'hôpital, quelques amis à cœur d'Émeric, des types géniaux en t-shirt qui avaient mis des costumes pour l'occasion, et tante Jeanne. Tante Jeanne pleurait de joie au premier rang. Elle m'avait dit avant la cérémonie, « Ta grand-mère serait si fière de toi, Delphine. Tu as trouvé un homme qui te traite comme la reine que tu es. »
Je portais une robe simple, en dentelle, mais c'était une création italienne que j'avais choisie sans regarder le prix. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable de dépenser pour moi. Mes parents et Laetitia n'étaient pas là. Ils avaient essayé de revenir vers moi. Ma mère m'avait envoyé des lettres larmoyantes. Laetitia m'avait laissé des messages vocaux où elle pleurait sur son sort, disant que Kevin était un salaud et qu'elle avait besoin de sa grande sœur. J'avais écouté un message, un seul. Puis j'avais bloqué leur numéro. J'avais changé ma serrure. J'avais coupé les ponts. On ne soigne pas une gangrène avec des pansements, on coupe le membre infecté. Le moment le plus fort a été l'échange des vœux. Émeric m'a regardé dans les yeux, ses cheveux ébouriffés par la brise toscane. Delphine, a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. J'ai passé ma vie à chercher des failles dans des systèmes informatiques. Je cherchais ce qui était cassé pour le réparer. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé la seule chose qui était parfaite. Tu es mon système d'exploitation. Tu es ma sécurité. Je te promets de passer le reste de ma vie à te protéger, à te valoriser, et à m'assurer que tu ne sois plus jamais invisible. J'ai pleuré. Tout le monde a pleuré. Même le maire italien qui officiait avait la larme à l'œil. Après le mariage, nous avons utilisé les 20 000 € récupérés de mes parents plus une somme importante ajoutée par Émeric pour créer une fondation. Une bourse d'études pour les jeunes filles issues de milieux modestes qui veulent faire des études scientifiques. Nous l'avons appelée la « Bourse Solange », en l'honneur de ma grand-mère. C'était la meilleure façon de purifier cet argent. Aujourd'hui, je suis assise sur la terrasse de notre nouvelle maison, une vieille bâtisse rénovée en pierre dorée, loin de la grisaille de Saint-Étienne. Je caresse mon ventre arrondi. Dans quelques mois, Émeric et moi serons parents. Je pense souvent à ma famille. Je sais qu'ils sont toujours là-bas, enfermés dans leur petite vie de mensonges et de dettes. J'ai appris par tante Jeanne que Laetitia travaillait maintenant comme caissière dans un supermarché, car sa réputation de « princesse ruinée » avait fait le tour de la ville. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer les dettes laissées par le mariage annulé. Ils vivent dans un petit appartement de location. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont parié sur l'apparence plutôt que sur la substance. Ils ont parié sur l'enfant qui brillait fort mais qui était vide, ils ont jeté l'enfant qui était solide mais discret. Je ne les hais plus. La haine demande trop d'énergie. Je ressens juste une indifférence polie. Ils sont devenus pour moi des étrangers avec qui je partage un peu d'ADN. Mon enfant ne connaîtra jamais cette douleur. Il ou elle saura qu'il est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il rapporte ou pour l'image qu'il renvoie. Il saura que la vraie valeur d'un être humain ne se mesure pas à la marque de sa voiture ou au prix de son mariage, mais à la façon dont il traite les autres quand personne ne regarde. L'invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est un super pouvoir. C'est pendant que vous êtes invisible que vous pouvez observer, apprendre, grandir et construire vos fondations. Et quand le moment est venu, comme Émeric l'a fait, vous pouvez sortir de l'ombre et éblouir le monde par votre vérité. Si vous vous sentez invisible aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être le second choix de votre famille, tenez bon. Votre Émeric viendra. Ou mieux encore, vous deviendrez votre propre héros. Ne laissez personne vous voler votre lumière, et surtout, ne les laissez jamais, jamais vous faire croire que vous avez perdu le collier. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Dites-moi en commentaire, trouvez-vous que la punition de mes parents était trop sévère, ou méritait-il pire? J'ai hâte de vous lire. Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À bientôt pour une nouvelle histoire.